C'est le plus grand pays d'Afrique noire, c'est aussi le plus grand des pays francophones. C'est un véritable continent, mais c'est pas un géant, ce n'est pas Hercule, c'est même un peu le contraire. C'est un pays qui est grévé de toutes sortes de misères et de toutes sortes de guerres. C'est le Congo, c'est un pays aussi qui se réveille. Et donc bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans vos bureaux. On va parler de votre bilan, on va parler de la situation de votre pays, du développement, on va parler aussi de la guerre qui est à l'Est et de la guerre qui est aux frontières, notamment en Centrafrique. Mais d'abord, je voudrais vous poser des questions un peu sur vous. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait d'être au pouvoir ? Pour moi, c'est une responsabilité historique, c'est un sacrifice, mais ça nous exalte autant. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, être le Premier ministre, chef du gouvernement d'un pays avec des potentialités énormes, avec des défis et des challenges sur la réduction de la pauvreté, c'est une exaltation. De quoi vous êtes le plus fier de ce que vous avez fait depuis 2 ans ? Et nous avons fait, par exemple, la bancarisation. La bancarisation, c'est un mécanisme qui a consisté à payer par la voie bancaire les salaires de tout ce qui émarge sur le budget de l'État et qui était payé cash. Et, ce processus avait plusieurs velléités parce que, beaucoup de prélèvements étaient opérés chemin faisant et de telle manière que soit les gens n'étaient pas payés alors que l'argent était déboursé, ou alors que ce qui était payé était la moitié ou une partie de ce qui était déboursé par l'État. Arriver à un tel résultat en très peu de temps, et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui nous permet de croire qu'on a réalisé un ouvrage plus ou moins historique, mais utile à des milliers de personnes. On va parler un petit peu d'économie. Principal partenaire commercial du Congo, c'est la Chine. Alors vous exportez vos minerais, vous exportez... En fait, vous vendez aux Chinois ce que vous vendiez autrefois aux Belges, mais vous n'avez pas développé d'industrie de pointe, de technologie de transformation. Bon, nous sommes en train de travailler énormément sur ça. Depuis que je suis Premier ministre, sous le leadership du président de la République, président Kabila, nous essayons de travailler pour une augmentation de la valeur ajoutée des produits miniers qui sont exportés. Et c'est du concret aujourd'hui. Il y a des industries nouvelles qui sont en train d'être montées pour pouvoir améliorer les taux de traitement des produits miniers. Donc, bref, nous sommes en train de travailler sur une amélioration de l'industrie minière dans l'ensemble du pays, et particulièrement au Katanga, qui est en fait le berceau du secteur minier dans notre pays. Parler du Katanga, mais d'abord je voudrais qu'on parle un petit peu de la guerre, parce que l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette se trouve au Congo. C'est ce qu'on disait au siècle dernier, mais ça reste aujourd'hui encore vrai. Il y a 2 pays voisins du Congo qui sont en guerre. Il y a la Centrafrique qui est en guerre civile, l'armée, et puis aussi le Soudan du Sud. Et surtout, le Congo lui-même subit depuis maintenant 17 ans la guerre des Grands Lacs. Yannick Mahé. L'offensive finale sur les collines du Kivu de l'armée nationale congolaise. Après 2 ans de revers militaires, les soldats loyalistes gagnent enfin du terrain. C'est pour l'M23, ils avaient leur cache d'armes ici, mais avec la force de frappe du gouvernement, ils ont tout abandonné. Le M23, une milice armée soutenue par le Rwanda, vient de perdre la guerre. En quelques semaines, leurs positions sont tombées l'une après l'autre. Les troupes rebelles s'enfuient en Ouganda et au Rwanda. Pour l'armée de Kinshasa, le succès est historique. Appuyés par une brigade spécifique de l'ONU et des drones de surveillance, les soldats loyalistes viennent de remporter leur première victoire en 2 décennies dans l'est de la RDC. Goma et les villes du Kivu sont libres. Le président Kabila peut revenir, acclamé en héros de la reconquête de l'est du territoire. Les rebelles qui ont dévasté cette ville l'ont fait pour la dernière fois.
Et je préviens les 9 pays voisins, toute action négative contre la RDC sera battue en brèche. Dans la ligne de mire de Joseph Kabila, mais aussi des Nations Unies, le Rwanda de Paul Kagame. Des experts de l'ONU ont établi le soutien de Kigali aux rébellions et les États-Unis ont suspendu l'aide militaire au Rwanda. Dans le jeu d'échecs de la région des Grands Lacs, Kigali a perdu un pion. Mais à l'est, Kinshasa fait face à d'autres groupes armés. La victoire de novembre ne signe pas encore la fin de la guerre. Alors, Monsieur le Premier ministre, les rebelles du M23 ont déposé les armes et se sont dispersés, sont retournés d'où ils venaient en novembre dernier. Ils se sont repliés en Ouganda. Mais l'ONU dit qu'ils se regroupent, qu'ils reviennent, qu'ils recrutent aussi. Comment est-ce qu'on les arrête ? Ce que je dois vous dire en toute sincérité, c'est que la victoire de l'armée congolaise sur le groupe M23 est une victoire héroïque. C'est une victoire éclatante, c'est une victoire historique. D'abord historique parce que de mémoire de tous les Congolais, du moins de ma génération, l'armée congolaise n'a jamais gagné seule. Justement, donc il y a une dynamique. Donc ceci pour vous dire que sous le leadership du président Kabila, qui est le commandant suprême des forces armées congolaises, il y a une transformation qui est en train de se faire. Parce que nul ne pouvait imaginer que les forces armées congolaises allaient venir à bout d'un mouvement qui était fortement appuyé de l'extérieur. C'est un secret de polichinelle. Mais aujourd'hui, les forces armées congolaises n'ont pas peur, dans leur transformation, dans leur professionnalisation, de pouvoir affronter tous les ennemis d'où qu'ils viendraient. Il y a fort à faire. Bon, un mot d'abord sur le génocide du Rwanda. Ça fait 20 ans désormais. À l'époque, vous aviez senti monter cette vague de haine, cette violence. Ou est-ce que vous avez été surpris quand les tueries se sont déchaînées? Lesquelles tueries? Au Rwanda. Il y a 20 ans. Oui. Bah, oui, mais vous savez, il n'y a personne qui peut être favorable à des tueries, qui peut être favorable à des génocides. Et ça, la réponse, elle est claire. Et tout le monde s'est opposé à ces mouvements des génocides, ça c'est clair. Bon, et puis depuis, c'est vrai que la tuerie n'a plus cessé. Combien de morts au Congo depuis le génocide rwandais? Bon, évidemment, il y a plusieurs chiffres, mais tout le monde parle de plusieurs millions de personnes qui sont décédées par la manière que vous connaissez. Nous avons toujours déploré ces morts et nous avons toujours attiré l'attention de la communauté internationale de pouvoir aussi appréhender cette nouvelle réalité qui, de manière cumulative, peut constituer une autre forme de génocide. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver demain en Centrafrique? Tout ce que je peux dire en tant que responsable politique aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir traiter le mal tant qu'il est encore tôt. Parce qu'un mouvement de guerre, on le voit venir, on le voit commencer, mais il est difficile de pouvoir anticiper son déroulement et son processus. On a vu une scène extraordinaire la semaine dernière et terrible, le lynchage d'un civil par des soldats qui venaient juste de participer à une cérémonie censée refonder l'armée nationale centrafricaine avec la présidente par intérim, les généraux qui commandent à la fois la troupe panafricaine et la force sangaris. Et les discours étaient à peine finis qu'il y a eu cette scène barbare qui sonnait comme un véritable démenti, justement, à ces déclarations d'intention sur la réconciliation ou la reconstruction de l'État. Vous avez, vous, de l'expérience. Qu'est-ce que vous diriez à la présidente centrafricaine qui a ordonné une enquête parce qu'elle ne pouvait pas faire quoi que ce soit d'autre? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Bon, mais je pense qu'elle a tout à fait raison devant cette situation de pouvoir ordonner une enquête. Ça, c'est tout à fait normal. Il faut identifier les facteurs qui sont à la base d'une telle situation. 200 soldats. Et évidemment, et prendre des mesures qui s'imposent pour sanctionner et décourager.
Mais de par notre petite expérience, une situation comme celle-là, elle nécessite une certaine cohésion nationale. Il faut qu'elle puisse tabler sur un processus de réconciliation. Parce que généralement, lorsqu'il y a une guerre comme celle, comme vous le savez, a essayé d'opposer un groupe des gens proches d'une religion chrétienne, un autre groupe proche de la religion musulmane. Et du coup, ça nécessite un certain rapprochement des cultures, un certain rapprochement des comportements. Et moi, je pense que le travail de fond qui doit être mené par les autorités politiques centrafricaines devra consister à pouvoir rapprocher l'ensemble de la population pour pouvoir, disons à mon avis, cicatriser l'ensemble des plaies qui ont été en tout cas formées, dont certaines peuvent être béantes. Vous ne pensez pas qu'il faut coller au mur les pillards et faire des exemples? Il faut faire attention avec des solutions qui peuvent être comparées à des processus de vengeance ou des punitions extrêmes. Le Parlement congolais vient de voter une loi d'amnistie contestée par les ONG. Alors cette loi va permettre de réinsérer peut-être d'anciens rebelles, mais les ONG disent que ça banalise les crimes qui ont été commis, les crimes de guerre, et que ça va aider des petits seigneurs de la guerre à se recycler en politique. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, écoutez, il y a plusieurs façons de voir la chose. Il faut éviter de prendre parfois des problèmes aussi complexes avec des analyses très, très lapidaires, très, très réductrices. Le problème, il est complexe. Le problème d'amnistie sur des gens qui ont commis certaines infractions, et certains génocides ou certains crimes. Tout ça, ça ne peut pas être traité sous un seul angle, sous un seul prisme. Et il faut voir aussi quel est l'objectif de cette loi. Est-ce qu'elle vise à pouvoir régulariser une certaine situation afin de créer une plateforme pour la cohésion nationale, afin de créer une base de développement socio-culturel. Bon, bref, mon interprétation ici, c'est qu'il faut éviter des analyses très, très réductrices. Pas se contenter de slogan, donc. Voilà, il faut éviter des analyses réductrices. Le problème est aussi complexe et la solution doit être multiforme. Alors vous avez été très prudent sur votre regard sur les autres pays africains, et c'est bien normal. Je voudrais vous demander un regard sur l'Europe. Est-ce que vous croyez que l'Europe est un continent sur la voie du déclin, que c'est un continent en décadence, ou est-ce que vous pensez qu'elle saura rebondir et que l'Occident restera pour longtemps encore la terre de la richesse et de la puissance? Bon, c'est peut-être trop dire, mais vous savez, en Europe, ce ne sont pas tous les pays qui sont en train de vivre cette crise. Quand vous avez l'économie allemande, elle est loin de cette photographie pessimiste. L'économie allemande est en train donc de remonter la pente, mais vous savez que l'Allemagne, c'est aussi un pays qu'on peut considérer comme champion des réformes, champion de la vigueur. Mais vous avez les États-Unis qui sont en train de remonter avec un taux de croissance qui est au-delà de ce qu'on peut considérer comme la ligne rouge. Donc bref, il y a une certaine remontée qui peut nous soustraire des analyses pessimistes généralistes. Vous êtes un optimiste, hein? Il faut toujours être optimiste dans la vie privée, professionnelle et politique. Merci beaucoup. Ainsi va le monde. L'info continue sur la chaîne Info. Ainsi va le monde est disponible en vidéo à la demande chez certains opérateurs.